L'invité de ce Smart Impact, c'est Sabine Jean Dubourg. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous publiez ce guide illustré des achats responsables. C'est aux éditions Contenta. Vous êtes consultante en achats responsables. Vous avez voulu quoi? Réunir tous vos conseils, vos bonnes pratiques dans un livre? J'ai surtout voulu que les gens s'y mettent parce que moi, je travaille sur les achats responsables depuis 2009. Je suis conseil depuis 6 ans. Et je trouve que ça ne bouge pas assez vite. Et ça doit bouger beaucoup plus vite au regard des enjeux qu'il y a environnementaux et sociétaux. Et ce livre, il a un objectif, c'est que les acheteurs, et pas que en fait, comprennent les enjeux de RSE, tous autant qu'ils sont, et qu'une fois qu'ils ont compris, ils aient la méthode pour décliner la stratégie RSE de leur entreprise si elle existe, et j'espère pour eux qu'elle existe, j'espère que pour toutes les entreprises elle va exister, dans les achats. Parce que les achats sont un énorme contributeur de la stratégie RSE de l'entreprise. Alors justement, à quel point c'est un levier de transformation, la direction des achats? Parce que déjà, toute entreprise achète. De la plus petite à la plus grosse, on achète. Avec une part achat qui peut être 20-30% jusqu'à 80% dans le retail. Même voire plus. Donc ça veut dire que c'est une fonction stratégique dans l'entreprise. Donc si la fonction achat ne se met pas à contribuer à la durabilité de l'entreprise, il y a tout un pan de l'entreprise qui ne va pas être durable. Et donc il faut entraîner le service achat, les acheteurs et tout l'écosystème des fournisseurs. C'est vachement important qu'ils savent faire. Et ils ne savent pas faire pour la plupart. Oui, ils ne savent pas faire parce qu'ils ne connaissent pas les bonnes pratiques qui peuvent exister ailleurs, parce que ce n'était pas dans leur état d'esprit, c'est un changement d'état d'esprit qu'il faut opérer. Alors, la fonction achat, elle a été créée il y a des années pour en fait, que l'entreprise soit plus rentable. Parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, il fallait faire des économies sur les achats. Et ça a été, et c'est toujours malheureusement dans énormément de directions achats, le seul driver, c'est le saving. Est-ce que je vais payer moins cher ou est-ce que grâce à mes acheteurs, je vais payer quelque chose moins cher que j'aurais dû le payer au niveau budgétaire? Et en fait, depuis quelques années, on le voit, l'autre driver des acheteurs, c'est est-ce que je vais avoir le produit pour produire mon service ou mon produit? Et donc les acheteurs ont commencé à faire ce qu'on appelle les analyses de risque. Mais maintenant, les consommateurs, on est toujours en B2B2C quelque part, les consommateurs disent, moi je veux savoir de mon produit d'où il vient, comment il est fait, par qui il est fait et avec qui. Donc, mais alors, on va reprendre notamment la notion de risque, mais sur le coût, est-ce que c'est pas contradictoire? C'est-à-dire, est-ce que le fait de vouloir faire un achat responsable, ça va pas coûter plus cher à l'entreprise? Non, c'est tous les acheteurs que je forme sur ce sujet-là, ils me disent tous, mais ça va coûter plus cher. Oui. En fait, déjà, c'est une autre façon de penser. On repense le besoin. Donc, on commence par se poser la question de ce dont on a besoin pour ajuster le besoin de façon parfaite à ce que veut l'utilisateur. Donc déjà, en dimensionnant le besoin, on ne prend pas une Porsche pour faire 3 km tous les jours. On va prendre une voiture beaucoup plus adaptée. Déjà, première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a repensé le besoin, on va aller voir le fournisseur ou les fournisseurs, c'est la phase de sourcing, et on va voir quels fournisseurs peuvent répondre à ce besoin. Et on va écouter, c'est un métier d'écoute, les achats responsables. On va écouter ce que les différents fournisseurs peuvent fournir. Et on va choisir la solution la plus adaptée par rapport aux besoins, qui ne sera pas nécessairement la plus chère, pas nécessairement la solution qu'on aurait a priori choisi. Comprenez? Oui, bien sûr. Voilà. Il y a une notion de capillarité en plus que je trouve intéressante. C'est-à-dire que quand une direction des achats se dit tiens, je vais faire des achats responsables, ben forcément, il y a les fournisseurs qui doivent s'y mettre, qui eux-mêmes font des achats. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez, quand vous dites que ça ne va pas assez vite, mais est-ce que vous voyez quand même ce cercle un peu vertueux qui commence à se mettre en place? Oui, parce que en fait, les achats responsables étaient l'apanage de grands groupes, puisque dans les déclarations de performance extra-financière, on devait en parler. Donc les achats responsables ont été mis en place dans des grands groupes, et il y en a certains qui ont vraiment fait pousser les choses. Et ces grands groupes ont demandé à leurs fournisseurs de faire. Et du coup, les fournisseurs avaient aussi des fournisseurs qui ont demandé aux petits de faire. Oui. Après, moi, je voyais hier, j'étais chez Vinci, et ils me disent, mais oui, comment on fait avec les tout petits?
En fait, il faut dialoguer, expliquer, Oui, être parce pédagogue. qu'il faut les accompagner, parce que celles qui sont au bout de la chaîne, les plus petites entreprises, elles n'ont pas forcément les moyens de tout de suite faire basculer leur modèle, donc ça suppose un accompagnement. Vous avez évoqué la CSRD, le bilan extra-financier. Quel est le rôle de l'aiguillon réglementaire, français ou européen, dans cette transformation vers des achats responsables? Mais s'il n'y avait pas eu tout le réglementaire, il n'y aurait pas tout ça qui aurait été fait. Ça, c'est clair. C'est clair. Et j'ai même une fois, c'était chez Manitou, un des acheteurs monde qui me dit « mais on voudrait encore plus de réglementation ». Parce qu'en fait, la réglementation, elle pousse tout l'écosystème à aller vers. Et ce qui est bien, on critique beaucoup la réglementation actuellement. Ouais. Il y a trop de réglementation. Mais ce qu'on remarque au niveau du monde entier, les Chinois ont fait une réglementation de reporting extra-financier. Depuis 2024, c'est applicable. Les Américains essayent de driver un reporting extra-financier mondial et les Européens. Enfin, ils sont plutôt en train d'essayer d'empêcher leurs entreprises d'être soumises à la CSRD en Europe, les Américains, avec l'arrivée de Trump. Mais oui, parce qu'ils veulent nous imposer leurs standards à eux, Ah oui, nous ont imposé les IFRS. qui seront beaucoup moins disants, les standards américains, on est bien d'accord. Exactement, oui, on ne parle pas de double matérialité, on parle que de simple matérialité aux États-Unis. Ouais. Et c'est un reporting qui est à destination des financiers, des investisseurs. On parle de risque que va prendre votre argent à court, moyen et long terme. Ouais. La CSRD, on parle de l'entreprise. Il y a aussi un autre règlement dont on parle moins et qui est pourtant important, c'est la lutte contre la déforestation importée. Là aussi, est-ce que vous y voyez un lien direct avec une politique d'achat responsable? Complètement. Complètement. Quand vous achetez du bois, quand vous êtes un grand groupe qui achète du bois, nous on a accompagné avec un autre cabinet, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Ils ont des enjeux énormes avec tout le bois qu'ils traitent. En fait, plus l'entreprise est grosse, plus l'entreprise a une responsabilité, c'est bien ce qu'on dit dans le livre, plus l'entreprise a une responsabilité de savoir ce qui se passe dans sa chaîne d'appro le plus loin possible et d'influer pour que ça se passe mieux. C'est ça, en fait, les achats responsables. Et donc, ça nous ramène à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la réduction des risques. Est-ce que ça, c'est pas finalement l'argument massu, celui que vos interlocuteurs peuvent le plus rapidement entendre et intégrer? Oui. Alors après, ils le font, pour la plupart, ils le font. Ils regardent les risques que l'entreprise va prendre en prenant tel et tel fournisseur. Ouais. Mais la notion d'un développement durable d'une entreprise, c'est que l'entreprise va regarder ça aussi dans l'autre sens. Quel risque, moi, je fais courir à l'environnement, la nature, et quel risque je fais courir à mes parties prenantes, fournisseurs, clients, etc. Et ça, les services achats ont du mal à le comprendre, parce que c'est une façon de voir les risques de deux façons. Outside in, les risques que l'extérieur fait prendre à mon entreprise, mais aussi les risques inside out que moi, entreprise, je vais prendre à l'extérieur. Ouais. Et ça, c'est quand même un changement de paradigme. Oui, c'est un changement de paradigme. Et puis il y a cette question, comme vous dites, il y a toujours un client au bout de la chaîne de l'image de l'entreprise. Et donc il y a aussi ce risque réputationnel qu'on peut réduire par une politique d'achat responsable. Carrément. C'est un des gros leviers, c'est ça en fait. On sait où on achète. Les fournisseurs, on les connaît, on sait ce qu'on achète, les produits, et grâce à ça, on peut identifier les risques qu'on a dans notre chaîne d'approvisionnement, les réduire, et donc travailler pour éviter les risques d'image. Quand vous avez des entreprises qui sont attrapées parce que elles font travailler des enfants, il y a eu des scandales dans le passé, des entreprises parce qu'elles vont ponctionner de l'eau, des nappes phréatiques, et du coup, et la population locale ne va pas avoir d'eau, ou qu'elles vont polluer l'eau des nappes phréatiques, et que la population locale va être obligée d'être approvisionnée en eau de bouteille, tout ça, c'est grave pour l'image de l'entreprise et c'est très difficile de remonter derrière. On a quelques quand même grands scandales qui... Bien sûr. Quand on parle d'achat responsable, est-ce que ça veut dire aussi une réduction des déchets d'une certaine façon que l'entreprise produit? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire dans l'éco-conception de ce qu'on achète, etc., etc. Bien sûr. En fait, les achats responsables, c'est une question d'impact et de cycle de vie. Ouais. Les impacts, on en a parlé, avec les risques associés. Il y a des impacts aussi positifs, on en parle aussi souvent. Mais il y a aussi la notion de cycle de vie. Moi, quand j'ai travaillé avec une société comme Carglass, pour qui l'économie circulaire est extrêmement important, le directeur de l'environnement qui assistait à la formation des acheteurs, il m'a dit c'est super parce que vous avez bien expliqué la notion de cycle de vie à mes acheteurs. Parce qu'en fait, l'acheteur a tendance à penser à son produit tel qu'il va être utilisé par l'acheteur et ne pense pas à ce qui va arriver à ce produit en fin de vie. Et c'est extrêmement important. Et l'éco-conception, c'est un des outils dont on parle dans le livre,
qui prend en compte les impacts selon beaucoup de critères, donc c'est multicritères, et sur tout le cycle de vie. Et un produit éco-conçu, c'est un produit qui prend en compte les impacts sur tout le cycle de vie et tous les impacts. Merci beaucoup Sabine Jean Dubourg. Je rappelle que vous publiez ce guide illustré des achats responsables qui est publié donc aux éditions Contenta. Voilà, on passe à notre débat consacré à la filière hydrogène.